Ardis, donc on est aussi sponsor de Mix. On a un pôle de compétitivité en région Auvergne-Rhône-Alpes. On accompagne nos 265 adhérents sur l'ensemble de la transition énergétique, donc de la production d'énergie renouvelable jusqu'aux usages, sur les volets d'innovation, d'industrialisation, de déploiement et aussi de formation. Sur la filière hydrogène, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on accompagne aussi le développement des acteurs en région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on est support aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'opérationnel de sa feuille de route aux côtés de deux autres pôles que sont le pôle Cara et le pôle Accéléra. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai accepté du coup d'animer cette table ronde. Et à mes côtés, du coup, nous avons 3 intervenants. Amaury Vaussavin, qui est responsable du pôle ingénierie chez Justy et Dijon et chef de projet chez Dijon Métropole Smart Energy. Donc Justy, qui est un cabinet d'ingénierie spécialisé sur l'hydrogène et les énergies renouvelables, qui a plus d'une dizaine de références à son actif sur les acteurs clés de la filière, et qui représente donc ce fameux projet Dijon Métropole Smart Energy. Donc j'ai Yannick Bonin à ses côtés, qui est directeur du développement chez H2V, qui est une filiale du groupe français industriel Samfi, qui travaille déjà depuis 2 décennies à accompagner la transition énergétique et qui investit, développe et construit donc des sites de production d'hydrogène d'envergure. Donc on verra ce qu'on entend par envergure un peu plus tard. Du coup, Lionel Catrin, qui remplace Laurence Mine, initialement prévue, mais période de Covid. Lionel Catrin, qui est chef de projet à la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui va nous parler notamment du projet Zero Emission Valley, qui est le projet vitrine de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes a l'ambition aussi de faire de la filière hydrogène une filière d'excellence en région. On a 150 entreprises qui travaillent sur le sujet. Et on va voir comment justement on arrive à structurer cette filière et à créer des alliances pour faire avancer du coup les différents projets. Donc ça me permet d'introduire notre sujet. On sait qu'aujourd'hui on a plusieurs projets d'écosystème qui ont été mis en place, mais on a besoin de mettre en commun les compétences, les technologies, les savoir-faire et les capacités financières pour développer rapidement ces filières et atteindre notamment les objectifs nationaux qui ont été mis en place et qui sont pour l'horizon 2030, 6,5 gigawatts d'électrolyse déployée et 6 millions de tonnes de CO2 évitées. Pour atteindre ces objectifs, on a 3 types de projets d'écosystèmes et d'alliances qui sont mis en place. Donc les écosystèmes territoriaux hydrogène, des coopérations plutôt technologiques et des coopérations financières. Donc aujourd'hui, vu des acteurs qui sont aussi présents autour de cette table ronde, on va se concentrer sur des projets plutôt d'écosystèmes et à 2 échelles, la partie plutôt à l'échelle territoire et la partie bassin, voire national européen. Donc on va voir en quoi ces alliances sont complexes et quand on passe à un changement d'échelle, quelle complexité on rajoute et finalement quels sont les facteurs clés de succès pour réussir ces différentes alliances. On a 2 temps d'échange du coup, comme vous l'avez compris, sur la partie territoire et plutôt bassin et niveau national. Et puis on va se garder un petit temps d'échange questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions, on se garde 5 à 10 minutes à la fin. Du coup, on embraye sur la première partie, sur les écosystèmes territoriaux hydrogène. Donc on sait qu'au niveau des écosystèmes, on a besoin d'avoir ce triptyque production, distribution et usage afin de faire émerger les projets de territoire et notamment d'atteindre ce qu'on appelle la production plutôt massive au niveau de l'hydrogène et de la partie usage, notamment industrie et transport lourd. On va se concentrer du coup sur la partie écosystèmes territoriaux dans un premier temps. Lionel Catrin, est-ce qu'à travers le retour d'expérience notamment de Zero Emission Valley qui a été mis en place en région, vous pouvez nous expliquer déjà peut-être en quoi consiste ce projet et comment cette idée d'alliance a été mise en place, comment vous avez fait aussi votre choix d'acteurs sur ce projet? Oui, merci. Alors, Zero Emission Valley, en fait, c'est un projet qui est né en 2018. C'était à l'initiative de 2 industriels de la région, qui sont Engie et Michelin, qui sont venus voir la région en disant on veut répondre à un appel d'offres européen et pour ça, il nous faut une collectivité pour s'assurer la possibilité de candidater. La région, à l'époque, était en réflexion sur la question de l'hydrogène, de la technologie hydrogène et de la mobilité notamment. Et donc, du coup, on est partis tous les 3 sur cet appel d'offres européen pour répondre. On a été lauréat, donc on a pu démarrer le projet Zero Emission Valley, qui consiste en gros en une vingtaine de stations pour mailler le territoire régional. C'est un peu l'objectif phare
ce projet. Des électrolyseurs pour produire notre hydrogène vert, puisque ça par contre c'était une condition que nous mettait l'Europe, d'avoir de l'hydrogène vert sur le projet. Et puis l'aide à l'acquisition de véhicules, en complétant les aides qu'apportaient l'Europe et l'État avec la prime verte. Donc on est parti sur ce système-là, et pour déployer ces 20 stations, donc leur implantation, leur construction et leur fonctionnement, on a créé une société anonyme Action Simplifiée qui s'appelle Impulsion. La région est actionnaire de l'ordre de 33% d'Impulsion, et on a embarqué avec Engie et Michelin 2 banques qui sont la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. L'idée, c'est que Impulsion en fait a pour rôle de faire construire les stations, de trouver les acquéreurs de véhicules pour faire vivre ces stations, et d'exploiter les stations pour que derrière le système fonctionne. Donc aujourd'hui, on en est à peu près, on a une station qui fonctionne, donc merci le Covid, puisqu'on l'a inauguré en février 2020. Donc derrière, bien évidemment, tout s'est arrêté, les acquisitions de véhicules, les travaux, tout s'est arrêté. Donc on en fait 5 cette année. Donc on repart assez rapidement. On en fait une à Clermont, une à Moutier, une à Saint-Priest, une à Vénissieux, et j'ai dû faire le tour. Et donc du coup, on en fait 5 suivantes qui devraient arriver en 2023. Si vous comptez bien, si vous avez bien suivi, on est à 11. Et donc du coup, pour arriver au 20, il nous restera encore 7, 8, voire 9 stations, mais qu'on a grossi, dimensionné de manière plus importante, mais on va y venir, je crois, après, pour intégrer un nouveau volet, puisque pour l'instant, ZEV, c'est uniquement de la mobilité légère, donc des véhicules de collectivité, des véhicules de parc captifs qui roulent suffisamment, puisqu'en fait, pour assurer l'équilibre économique du système, il faut que les voitures roulent un minimum de kilomètres pour qu'elles consomment suffisamment d'hydrogène, et donc du coup que ça rende les stations entre guillemets économiquement viables. Et donc voilà, le principe est celui-là. Et si on zoome un petit peu sur le rôle, on va dire, d'Impulsion dans cette partie Alliance, on a parlé de la production, on a parlé de la distribution. Finalement, quel rôle a le distributeur dans ce type d'alliance d'écosystème à l'échelle du territoire ? En fait, le rôle du distributeur, c'est d'assurer la sécurité de cette mobilité hydrogène. Jusque-là, on était dans un principe où les constructeurs de voitures, et Dieu sait qu'il y a des constructeurs mondiaux, notamment au Japon et en Corée, qui construisent des voitures hydrogène depuis des années, mais qui refusaient de les commercialiser en France parce qu'il n'y avait pas de station. Et en France, les constructeurs de stations disaient on va pas mettre des stations, il n'y a pas de voitures sur le marché, donc ça ne sert à rien. Donc tant qu'on en était là, on n'en sortait pas. Donc ce qu'on a voulu faire avec ce système, c'est de mettre les deux en même temps sur le marché. Et donc le rôle d'Impulsion, c'est de garantir à terme qu'on pourra se déplacer dans toute la région où qu'on aille en véhicule hydrogène, parce qu'on aura une solution d'avitaillement performante, puisqu'on assure des stations à 350 et 700 bars pour que les gens puissent faire des pleins confortables dans leur voiture, pour leur voiture, et avec une rapidité qui est celle qui est l'avantage de l'hydrogène. Donc c'est vraiment un rôle de maillage en fait à l'échelle du territoire qui est mis en avant. Complètement. C'est vraiment la particularité du projet Zero Emission Valley en France, et nous dit l'Europe en Europe, c'est de vouloir mailler le territoire et pas d'avoir une grosse station dans un aéroport, dans un port, etc. D'avoir un maillage sur l'ensemble de la région. Et puis ce seront des stations publiques. C'est-à-dire qu'on verra peut-être tout à l'heure dans l'exemple de Dijon où il y a des stations, mais qui sont des stations dédiées à l'activité de la métropole. Là, c'est des stations publiques où toute personne qui veut aller s'avitailler avec sa voiture peut venir. Bon, après, il y a des conditions d'acquisition d'hydrogène, etc. Mais voilà, elles sont accessibles. Et on parlait du coup du next step pour ZEV. On entend souvent parler d'un ZEV 2. En quoi ça va consister ? Est-ce que vous avez mis d'autres acteurs dans la boucle au final dans cette alliance ? Oui, parce qu'on a à peine terminé la première étape, qu'il faut enclencher la deuxième. Donc on est parti sur la mobilité lourde. Alors pour deux raisons. La première, c'est parce qu'une fois qu'on a commencé à développer la mobilité légère, il faut s'attaquer à la mobilité lourde, qui est l'autre volet de la mobilité. Et donc du coup, l'autre raison, c'est que plus on produit d'hydrogène et plus on consomme d'hydrogène, plus on arrive à baisser le coût de production de l'hydrogène. Et donc plus on le rend bas en termes de coût, plus il devient accessible et donc il devient performant.
Donc on est parti un peu, j'allais dire, sur l'ensemble du spectre de la mobilité lourde, c'est-à-dire qu'on a acquis des trains hydrogène. Comme beaucoup de régions, on n'a pas de spécificité, mais voilà, on a été dans les premières régions à le faire. La vertu des trains hydrogène, en fait, c'est de faire rouler des trains électriques sur des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc ça veut dire pour des territoires, ne pas avoir à faire des travaux d'électrification d'une ligne et pourtant faire rouler un train électrique. Parce qu'un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est quand même un peu la base du système, et c'est vrai que c'est ce qui rend l'intérêt de cette solution. L'autre partie, c'est qu'on est parti sur des bus à haut niveau de service hydrogène sur la métropole de Lyon, donc sur un axe particulier qui est une ancienne voie ferrée, et on va mettre ce bus à haut niveau de service d'ici 3-4 ans. Il devrait être opérationnel. On en achète 18 exemplaires, donc voilà, c'est un service qui devient conséquent. Et puis on a un projet d'une 50aine de cars qui seront, alors pour le coup là on part dans une solution technique qui est le rétrofit, c'est-à-dire qu'on prend un car existant, on enlève la motorisation thermique et on le remplace par une motorisation électrique avec une pile à combustible pour transformer l'hydrogène, pardon. Lapsus. Et donc voilà, on a ces trois éléments de mobilité lourde. Et puis comme on est dans une région de montagne, on a décidé de s'attaquer un peu à l'écosystème de montagne. Et donc on travaille avec un développeur régional qui fait du rétrofit, donc pour du rétrofit d'Ameuse pour les stations de ski, qui sont des gros consommateurs pour le coup de diesel dans les stations. Et donc du coup l'idée, ça serait de le remplacer par des systèmes hydrogène. Bon, par contre, après, ça pose d'autres questions de production, d'acheminement de l'hydrogène en quantité suffisante, etc. On a testé l'hydrogène en conditions de froid intense, ça marche. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et puis, on a une petite anecdote, alors, par contre, qui est à l'opposé de la mobilité lourde, c'est qu'on développe aussi des stations de vélo hydrogène dans les territoires, notamment touristiques, qui veulent proposer à leurs touristes la solution vélo pour se déplacer. Donc on installe des stations en accord avec le territoire, et eux payent ensuite le fonctionnement, l'avitaillement en hydrogène, et nous on fournit la station et une dizaine de vélos qui sont attachés à la station. Merci beaucoup. On parlait justement de la partie métropole de Lyon avec qui vous travaillez sur le deuxième volet mobilité lourde. On voit que la région a été moteur aussi dans la mise en place de ces alliances, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être que côté du coup Dijon Métropole, avec le retour du projet que vous gérez notamment à Maury, quel a été finalement le rôle clé de la métropole dans ce projet-là? Voilà, si vous pouvez nous en dire quelques mots et présenter le projet. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que le rôle de la métropole, il est vraiment primordial. C'est vraiment l'acteur central du projet. On l'a dit, un écosystème, c'est de la production, de la distribution, des usages. Aujourd'hui, ça a très bien été rappelé par la région, on a toujours un problème de voilà, comment est-ce qu'on amorce la pompe, etc. Et Dijon Métropole a pris le parti, a fait le choix de dire moi, je vais amorcer la pompe et je vais d'ores et déjà basculer mes véhicules à hydrogène. Dijon Métropole, c'est 250 000 habitants, 175 bus, à peu près 50 bennes ordures ménagères. Et le président Rebsamen a pris l'engagement dans la décennie, donc sur un plan 2020-2030, de basculer l'intégralité de ces flottes, alors plutôt lourdes pour le coup, à hydrogène. Et avec le pari de dire, sinon on le fait, on va atteindre une certaine taille critique qui va permettre un petit peu d'amorcer la pompe et de venir convaincre les suivants de pouvoir nous suivre et de basculer à l'hydrogène. Pour ça, en fait, on a mis en place donc un écosystème qui est beaucoup plus local, puisqu'on est à l'échelle vraiment de la métropole. Et moi, j'avoue être très envieux de ce qui a été fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'espère vraiment que la Bourgogne-Franche-Comté et que les autres régions pourront s'inspirer, et que demain, Dijon sera en fait un site qui va être un maillage d'un plus grand réseau. Lyon-Dijon, voilà, c'est 2 heures. Pour monter à Paris, on sait qu'on a 2 stations qui sont accessibles. Donc le réseau, finalement, est en train de se mêler petit à petit grâce à ces écosystèmes locaux qui vont permettre, en fait, si vous voulez, de faire basculer les constructeurs de véhicules de poids lourds à dire finalement, ok, on commence à avoir un maillage et on peut y aller. On est un petit peu dans l'inverse de l'Allemagne qui, eux, ont dit on va mettre beaucoup de stations et qui se sont retrouvés un petit peu béants à dire finalement, ils n'ont pas eu de véhicule tout de suite, ce qui a été compliqué au démarrage. Là, c'est une autre approche un petit peu plus pragmatique, mais tout aussi intéressante. Et du coup, la métropole, alors ce qu'on a fait à Dijon, c'est qu'on commence avec une phase de 2 stations, de 1 MW et de 4 MW. Alors, c'est à la fois des petites et des grosses stations. Pourquoi c'est des
grosses stations, je vais commencer comme ça, parce qu'aujourd'hui, des stations d'1 mégawatt qui produisent et distribuent de l'hydrogène en France, on n'en a pas tant que ça. On a une à Auxerre, il y en a beaucoup en projet, et des 4 mégawatts, il n'y en a toujours pas de manière opérationnelle. Par contre, ce qu'on se rend compte, pour vous redonner un ordre de grandeur aussi pour les moins habitués d'entre nous, 1 mégawatt, ça permet de produire à peu près 400 kg d'hydrogène par jour. Et si je vais au bout du raisonnement, le petit chiffre magique, c'est qu'avec 1 kg d'hydrogène, vous arrivez à faire 100 km pour un véhicule léger. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'esprit. Donc si on est sur une station de 400 kg par jour, on peut se dire finalement on peut alimenter 400 véhicules qui vont faire 100 km tous les jours. Donc ça reste quand même une petite station par rapport aux stations telles qu'on les connaît pour le diesel ou l'essence aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est sur des petites stations, néanmoins on a beau être sur une technologie qui est quand même relativement importante et qui commence à atteindre un certain degré d'industrialisation, mais on est vraiment au début, on est sur des installations qui méritent à gagner en fiabilité et à s'industrialiser. Donc on est vraiment au début de quelque chose, d'où cette idée aussi de ne pas vouloir aller trop vite pour essayer de laisser le temps à la filière de progresser. Donc Dijon Métropole, il a fait le choix de faire 2 stations. Donc une qui est alors pourquoi 2 stations? Parce qu'on a aussi fait l'analyse que il était plus intéressant économiquement d'avoir 2 points de distribution qui étaient à chaque fois au plus près des usages. Donc on a 2 stations qu'on a sobrement appelées Dijon Nord et Dijon Sud. Pourquoi? Parce que Dijon Nord, on est à côté de l'incinérateur, là où vont se décharger toutes les bennes à ordures ménagères, et je ferai le lien avec l'électricité derrière. Et Dijon Sud, qui est accolé au centre des bus. Donc les bus n'ont pas à faire de ce qu'on appelle le haut de pied, qui coûte relativement cher. Pour vous donner un chiffre, on a fait le calcul que pour les 60 bus, qui est l'engagement de la mandature actuelle à convertir à l'hydrogène, on en avait pour 1,5 million de coûts supplémentaires par an à faire 5 km supplémentaires à 60 bus. Parce que ça demande un nouveau graphiquage, ça demande d'embaucher des nouveaux chauffeurs, etc., etc. Donc finalement, c'est 1,5 million, on aurait pu économiser, et le scénario idéal aurait été que les bennes à ordures ménagères soient à côté des bus pour mutualiser l'infrastructure. Néanmoins, on a fait ce choix de dire, ok, on va avoir 2 stations, alors ce qui offre aussi des avantages, une certaine deux stations qui peuvent se compléter, je vais le dire comme ça, et du coup, qui peuvent se redonder également. Donc voilà, ça offre vraiment une flexibilité qui est intéressante. Et pourquoi ça marche à Dijon, ce qu'on a fait? Parce que Dijon maîtrise une grosse partie de ses actifs. Dijon possède ses véhicules, donc ses bennes à ordures ménagères, ses bus, possède son dépôt, gère son incinérateur en régie, donc c'est-à-dire que Dijon Métropole est producteur d'énergie. Et si on avait les mains qui étaient auprès de délégataires comme Keolis, comme c'est le cas à Dijon, etc., où c'est eux qui achètent le véhicule, on est sur des fonctionnements qui sont beaucoup plus longs et qui ne laissent pas nécessairement le temps d'amortir le véhicule comme il devrait. Là, Dijon Métropole est capable de dire, voilà, moi, mon bus, ma benne à ordures ménagères, je vais les pousser jusqu'au bout et les amortir sur 20-15 ans. Et ça, c'est vraiment des grandes forces de Dijon. Et le deuxième, c'est vraiment aussi la maîtrise de l'énergie. C'est aussi pour ça, et c'était toute la jeunesse du projet qui était à Dijon avec son incinérateur, de dire, aujourd'hui, j'ai une turbine qui marche bien, j'injecte tout ce qu'il faut sur le réseau de chaleur urbain. Par contre, mon obligation d'achat, mon obligation de vente d'électrons à EDF, elle va tomber en 2022, en juin 2022. Donc là, rétrospectivement, on était en 2018 à l'époque. Comment est-ce que je fais pour mon électron demain? D'où cette idée qu'on a eue tous ensemble de construire cet écosystème, à dire aujourd'hui, alors malheureusement encore, on produit trop de déchets, donc on est obligé de les traiter. Il y a une collecte qui est faite au porte-à-porte. On incinère, on produit l'électricité. Et plutôt que d'injecter bêtement cette électricité sur le réseau, on va la revaloriser localement dans une station hydrogène qui va elle-même alimenter ces bennes à ordures ménagères. Donc on est vraiment sur une énergie locale et on le voit bien, je veux dire, toute l'intelligence du système dans les 6 derniers mois avec les prix de l'électricité qui deviennent totalement délirants. Enfin, la semaine dernière, on a quand même atteint 3 000 € du mégawattheure pendant quelques heures. Nous, dans nos business plans, on est à 62 € et on peine encore à atteindre ces prix-là. Donc voilà, c'est un certain pari, mais voilà, donc ce qui fait que ça marche à Dijon, c'est notamment la maîtrise de beaucoup d'actifs. Et qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être des limites ou des contraintes aujourd'hui à lever, ou comment vous voyez l'avenir sur ce projet? Alors, les contraintes, elles sont multiples, hein. On essaie de les balayer au fur et à mesure. Les premières contraintes, c'était notamment les contraintes juridiques. On s'est notamment posé, est-ce que c'est le rôle d'une collectivité de Dijon Métropole d'investir dans une infrastructure hydrogène? Pas nécessairement. Et en plus, réglementairement, si on ouvre cette station au public, à d'autres acteurs, ce qui va être le cas sur une des 2 stations, Dijon Métropole n'est pas distributeur d'énergie. Donc juridiquement, on n'avait pas le droit, d'où ce même principe qu'a fait Impulsion, donc de créer un véhicule juridique,
Pareil, ça a pris la forme d'une SAS qui s'appelle Dijon Métropole Smart Energy, qui elle porte les investissements. Donc ça, c'était un des premiers leviers qui a été fait. Les gros leviers qui restent encore à faire, c'est des leviers notamment économiques et techniques. On essaie de basculer sur ce qu'on appelle du rechargement à la place pour les bus. Alors pour ceux qui viennent du monde du GNV, je pense que vous êtes très familiers. Dans l'hydrogène, ça l'est encore beaucoup moins. On est sur une molécule qui est bien plus petite, qui est bien plus complexe, et on a encore vraiment du mal à comprendre, même technologigiquement, comment est-ce qu'on va réussir à avitailler tous les bus en parallèle, la nuit, tranquillement, pour s'éviter d'avoir des capex et des infrastructures plus importantes. Et le dernier aspect, c'est le volet économique, qui est également toujours compliqué à trouver. Aujourd'hui, Dijon Métropole fait aussi un pari de dire il faut massifier, il faut qu'on trouve d'autres acteurs, parce qu'aujourd'hui, on est à des TCO, comme on dit, des coûts totaux de possession. Si on regarde le véhicule en lui-même, son amortissement, son carburant, son énergie, etc., qui sont à peu près 15 à 20% supérieurs par rapport à ce qu'il connaît dans le diesel. Donc ça, pour une collectivité où les temps sont quand même relativement durs, c'est très complexe à assumer. D'où cette idée de dire comment est-ce qu'on est capable de faire. Donc on doit massifier, ça c'est une exigence pour venir faire baisser les coûts. Et peut-être que demain, on sera content aussi de s'inscrire dans une dynamique régionale ou avec des plus grosses installations qui sont capables de faire baisser mécaniquement le prix de l'hydrogène pour trouver un enjeu qui arrive à sustenter tout le monde. Justement, c'est le point sur la seconde partie. Vous parliez aussi d'installations de 1 à 4 MW. Là, on va basculer sur des installations de plus grosse ampleur, de l'ordre de 100 MW. On sait que ces projets, il faut que ces projets territoriaux naissent, mais on a besoin aussi de les relier, ne pas faire que ce soit des projets isolés. Donc, on a besoin d'avoir une certaine synergie, d'avoir ce maillage. Au niveau national, des discussions autour de projets de bassin sont en cours, voire de vallées à l'échelle européenne. Yannick, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à travers aussi vos retours d'expérience, ce qu'on entend par projet de bassin, et puis à travers les deux projets dont on a pu discuter, H2FOS et l'autre projet que je n'arrive pas à prononcer. Je vais vous aider. Merci. H2V Grand Naborien. Oui, alors avant de répondre à ces deux questions, pour nous resituer, donc H2V fait partie du groupe Samfi Invest. C'est un groupe qui est présent parmi toutes ses activités sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de l'amont, avec la production d'électricité renouvelable avec Sam Solar et Sam Wind. Sam Solar, c'est 500 MW de parc solaire développé aujourd'hui, jusqu'à l'aval. Donc l'aval avec les transports Malherbe, c'est une flotte de 1400 camions. On aura notre premier camion à hydrogène l'an prochain. Et l'objectif, c'est de les passer progressivement à l'hydrogène. En passant par la production, avec la production hydrogène par électrolyse de l'eau, avec H2V, et par les stations mobilité, avec Distri, qui a un objectif de déploiement de 200 stations hydrogène en France, de 1 tonne d'hydrogène par jour. H2V investit et développe dans des projets d'envergure, c'est des projets de 100 MW, de production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable. Pourquoi des unités aussi grosses ? C'est parce qu'on s'intéresse à deux débouchés prioritaires qui sont l'industrie, donc l'industrie qui va consommer cet hydrogène et qui consomme actuellement de l'hydrogène gris produit à partir du gaz avec des émissions de CO2 de 10 kg de CO2 pour chaque kilo d'hydrogène produit. Là, l'idée étant d'aller remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène renouvelable. Et puis la mobilité lourde, donc principalement les camions, mais ça peut être aussi des bus, des camions bénardions ménagères, des cars, les écosystèmes portuaires et aéroportuaires. Où là on est en concurrence du coup avec le diesel, et pour que la bascule se fasse, on se rend compte que il faut résoudre déjà le problème du prix de l'hydrogène pour que la bascule puisse se faire chez les industriels et dans la mobilité. D'où l'idée d'avoir des projets à l'échelle. Maintenant, pour revenir à la première question sur les bassins, alors il y a plusieurs définitions des bassins. Celle que je pourrais donner, c'est qu'un bassin, finalement, c'est un écosystème, mais à une autre échelle, à une plus grande échelle. Je pense notamment au bassin du contrat stratégique de filière nouveau système énergétique. Dans cette notion qui a identifié 6 ou 7 bassins à peu près en France. Dans cette notion de bassin, en fait, l'idée c'est que plusieurs acteurs rentrent en synergie, des producteurs, des gestionnaires de réseau, des stockeurs, des consommateurs, à l'échelle d'un territoire, d'un grand territoire, vont rentrer en synergie et vont faire abstraction de leurs différences pour faire en sorte que les coûts soient optimisés. Et
le consommateur y est gagnant parce que son coût diminue. Les pouvoirs publics y sont gagnants aussi parce que mine de rien, on doit aller chercher des subventions pour réduire l'écart entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert. Et donc, l'idée, c'est que chaque euro public dépensé soit optimisé un maximum. Et pour ça, on a besoin de rentrer en synergie tous les uns les autres pour y arriver. Alors, du coup, j'enchaîne sur la deuxième question, donc sur les deux exemples de projets. Donc, alors, on a une référence qui est connue chez H2V, c'est le projet H2V Normandie, qui a coché toutes les cases. On a sécurisé le foncier, le raccordement électrique, l'accès à l'eau. On a obtenu notre arrêté préfectoral d'autorisation de construire et exploiter une usine de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau de 200 MW, ce qui est une première en France, peut-être même en Europe et dans le monde. On avance bien côté off-take aussi, côté subvention également. Donc voilà, donc ça c'est un premier projet. Maintenant, il y a d'autres projets dont je vais pas trop parler de H2V Normandie, je vais plus parler de deux autres projets de bassin, le bassin du Grand Est, où là on mène un projet qui est le projet H2V Ouartin-Borien. Alors le Ouartin-Borien, c'est le nom du territoire sur lequel on est implanté en région Grand Est, donc on est à Saint-Avold. Donc ce projet, c'est un projet de 400 MW. 400 MW, 120, avec une génération de 120 emplois directs, de 70 emplois indirects, qui est destiné à la mobilité lourde et à l'industrie. C'est un projet qui est transfrontalier, où on fait abstraction des frontières, donc un projet finalement franco-allemand, qui est intégré dans le GIE, donc le groupement d'intérêt économique européen Grande Région Hydrogène, qui a été rejoint par 8 industriels, donc plusieurs producteurs, plusieurs gestionnaires de réseau, plusieurs consommateurs qui ont intégré ce GIE. Donc 400 MW, c'est 56 000 tonnes d'hydrogène par an, avec des coûts qui du coup sont plus bas. Et les synergies sont assez importantes, parce que le gestionnaire de réseau, il a besoin d'avoir un engagement de plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs pour optimiser son réseau, pour prendre sa décision d'investissement. Les producteurs, on pourrait se dire, tiens, ils vont rentrer en concurrence, ils vont se faire la guerre, ils n'ont aucun intérêt à rentrer en synergie. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. On est très content qu'il y ait un deuxième producteur. L'autre producteur côté Allemagne est très content qu'on soit là aussi, parce qu'en étant plusieurs à injecter dans le réseau 100% hydrogène, ça justifie ça justifie en tout cas l'investissement dans ce réseau, ce pipe 100% hydrogène, et ça pérennise finalement les choses. Le client est très content aussi, parce que ça diversifie ses approvisionnements. Donc voilà, donc, du coup c'est un projet qui avance bien, où on est rentré en synergie tous les uns les autres et où ça se passe très bien, et on avance. Un deuxième exemple, c'est le projet H2V FOS. Donc H2V FOS qui est mené en partenariat avec le Grand Port Maritime de Marseille, donc à Fos, Fos-sur-Mer, comme son nom l'indique. Donc c'est un projet qui, dans une première phase, sera de 200 MW et qui, dans sa phase ultime, atteindra 600 MW. Donc dans sa phase ultime, on sera sur 165 emplois directs et sur 100 emplois indirects. Quand on parle d'emplois indirects, on parle d'emplois indirects sur site. On parle quand même d'un investissement conséquent, entre 700 et 750 millions d'euros. Tandis que sur suite de Saint-Avold, on était entre 500 et 550 millions d'euros. Et là aussi, on est dans un bassin avec plusieurs atouts, plusieurs gros consommateurs industriels, un très fort potentiel sur la mobilité lourde, des écosystèmes portuaires, des écosystèmes aéroportuaires importants où il y a des choses à faire. Et là encore, on pourrait se dire, il y a encore plus de producteurs, on pourrait se dire, tiens, chacun va se faire concurrence. Et ben non, là aussi, on a des discussions intelligentes entre nous. On a fait finalement le calcul de toute la consommation d'hydrogène qu'il y aura sur ce bassin, et on se rend compte que si on additionne tous les projets de production, on atteint à peine la consommation qu'il y aura en face à horizon 2030, et si on va encore plus loin, à horizon 2035 ou 2040, on se rend compte qu'il n'y a même pas assez de production pour y répondre. Donc on a tout intérêt à être là tous ensemble, à s'entraider. Et puis des démarches sont lancées pour avancer sur un pipe 100% hydrogène, parce que quand on parle à des industriels, il est hors de question de les alimenter par camion. Il y a un problème de sécurité d'approvisionnement, donc on les approvisionne par pipe. Il y a un problème de coût aussi, donc ça coûte beaucoup trop cher d'aller transporter cet hydrogène par camion, transporter cet hydrogène par pipe pour alimenter les industriels. Et puis quand on parle aux DREAL, les DREAL ne peuvent pas entendre, ou les riverains ne peuvent pas entendre qu'il va y avoir un défilé de camions qui partent d'une usine hydrogène pour aller alimenter un industriel. Donc tout doit se faire par pipe, et en étant tous autour de ce bassin,
et ben ça justifie un investissement et des démarches pour avancer sur un pipe 100% hydrogène. Notamment GRT Gaz qui s'est lancé dans la course sur une première étude, tout comme sur le projet HDV Wart Naborien dans le Grand Est. Ils avancent sur leur projet Mosaïque avec Enchevo, Creos, pour avoir ce pipe 100% hydrogène. Voilà, Merci en quelques beaucoup. mots. Ouais, c'est super intéressant d'avoir ce retour parce qu'au final, quand on parle de projets à plus petite échelle, territoire ou métropole, on a plus ces aspects de concurrence peut-être entre producteurs qui rentrent en jeu parce qu'on n'est pas forcément sur de tels volumes en termes de production. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir du coup cet aspect au niveau bassin. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès peut-être à mettre en avant sur ces projets-là? On a bien entendu les éléments de synergie sur le fait qu'on est sur la modification, donc on a besoin de beaucoup de production. Donc cette concurrence du coup n'a plus lieu d'être sur ce volet-là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à mettre en avant? Je dirais que les facteurs clés de succès, il y en a plusieurs sur des projets hydrogène. L'hydrogène, c'est des projets de territoire. Oui, c'est des projets où on n'est pas comme sur l'éolien ou le solaire où on va injecter, ou sur le biogaz où on va injecter dans le réseau, on obtient un tarif de rachat ou une subvention et puis ça marche. Quand on parle d'hydrogène, il faut déjà écouter le client. Il faut écouter le client, il faut écouter ses besoins. Les clients industriels, ils ont un process, ils ont des grandes attentes sur le prix, sur la disponibilité, sur la maturité des projets. Donc ils sont nombreux les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, c'est réussir à trouver des terrains pour réussir à implanter ces gros projets. Donc c'est pas toujours simple, surtout dans des zones à fort potentiel. Sécuriser la puissance électrique, c'est pas toujours gagné aussi. RTE est de plus en plus sollicité et la France se réindustrialise petit à petit et on se rend compte que dans certaines zones c'est de plus en plus tendu. Il y a tous les aspects d'autorisation environnementale qui sont très importantes. On ne s'implante pas comme ça sur un terrain. Il faut respecter la biodiversité, il faut respecter toutes les contraintes environnementales qui peuvent se poser, respecter les distances de sécurité. Il faut aussi il faut aussi réussir à faire le lien finalement entre les clients et les projets de production. Donc ça, on passe par des gestionnaires de réseau. Il y a des questions qui se posent sur le stockage aussi. C'est des questions à préparer. Même si des clients industriels fonctionnent en continu, on se rend compte que le stockage, ça peut être nécessaire. Des enjeux de subvention, parce que mine de rien, on a toujours un écart entre l'hydrogène gris et l'hydrogène renouvelable. Voilà. Et donc les facteurs clés de succès, c'est vraiment avancer sur tous ces points en parallèle sur l'off-take. Travailler la mobilité lourde. Nous, on le travaille déjà en déployant une vingtaine de stations autour de chacun de nos projets, en ayant des camions Malherbe qui nous accompagnent sur ces projets. Et c'est comme ça qu'on y arrive petit à petit. Merci beaucoup. Justement, quand on parlait de subventions, on voit qu'à l'Europe, il y a aussi pas mal de subventions qui sont ouvertes. Le Clean Hydrogen Partnership, anciennement le FCHJU, a lancé des appels à projets récents avec une quarantaine d'appels ouverts, 300 millions d'euros à la clé. On est sur plutôt des projets d'innovation, mais on voit que cette ambition d'aller aussi à l'échelle européenne, à l'échelle de vallées, particulièrement du coup en région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est là depuis quelques années. Au niveau de la région, il y a notamment les plateformes S3 qui avaient été mis en place il y a déjà 2-3 ans, il me semble. On avait un groupe de travail sur la partie vallée. Peut-être que ces appels sont aussi l'occasion de concrétiser de façon opérationnelle ces groupes de travail. Lionel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces plateformes S3, sur celle hydrogène et quels étaient l'objectif finalement de ces plateformes sur le volet Alliance? Alors, les plateformes hydrogène, effectivement, au niveau européen, le but était de créer des synergies entre régions pour développer des investissements conséquents. La plateforme S3 que vous évoquez, on l'a lancée en 2019. Donc, vous voyez, ZEV 2018, la plateforme S3 2019. Ici à Lyon, puisque c'était au salon des véhicules électriques, enfin de la mobilité électrique EVS 32, où on avait réussi à faire un village de l'hydrogène, ce qui était un peu une nouveauté. Ils nous regardaient un peu comme des extraterrestres. Mais quand on était arrivé, qu'il y avait à ce moment-là, 2019, donc 4 régions qui signaient un accord pour dire on va travailler tous ensemble pour développer des partenariats et créer des synergies d'investissement conséquentes. Aujourd'hui, c'est 60 régions, 3 ans après, qui ont dit mais nous on veut rentrer dedans. Alors la porte est toujours ouverte, si vous voulez adhérer à cette... si des régions d'Europe veulent adhérer à cette plateforme, elle est toujours ouverte. L'idée c'est vraiment d'aller chercher, et c'est vrai que vous évoquiez les appels d'offres européens de financement.
Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. En plus, sur l'hydrogène, ça devient un peu, alors en espérant que ça ne sera pas qu'un effet de mode, quelque chose qui monte, où il y a des milliards sur la table. Donc il faut aller les chercher. Et c'est vrai que les régions ont cette capacité à se coordonner, à s'entendre pour aller chercher ces financements. Et c'est un peu toute la vocation, j'allais dire, de la plateforme S3, puisque en fait, on avait mobilisé tellement de moyens qu'on avait même réussi à créer un emploi à temps plein pour gérer les inscriptions, les adhésions, et commencer à faire monter les projets pour aller chercher les financements européens. Donc c'est une vraie j'allais dire, un vrai plus par rapport à ce qu'on peut faire sur nos territoires, métropoles ou régions. Là, on a vraiment une synergie, et ce qu'évoquait tout à l'heure notre collègue de Dijon, c'est vrai qu'on a quelque chose qui devient... on crée petit à petit un écosystème européen qui peut permettre d'envisager une mobilité européenne de l'hydrogène. On voit en France aujourd'hui, entre ce qui se fait en Bourgogne-Franche-Comté, entre ce qui se fait en Auvergne-Rhône-Alpes, entre ce qui va se faire, ce qui se fait déjà aujourd'hui à Paris avec cette flotte de taxi hype qui inonde tout Paris hydrogène. Voilà, on a petit à petit une capacité de se déplacer en France et progressivement en Europe avec l'hydrogène, donc c'est un vrai plus. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, parce que c'est plutôt Laurence qui était actif là-dessus, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a peut-être manqué sur ces plateformes S3, ou qu'est-ce qui serait un plus à réintégrer pour dynamiser en fait ces plateformes? Je serais bien à même de répondre. Ouais. Un des points qu'on avait identifié, c'est que en fait, sur le marché aujourd'hui des véhicules, on voit en tout cas quand on a lancé ZEV à l'époque en 2018, il y avait essentiellement 3 véhicules légers. C'était le Kangoo. Donc voilà, ça fait vachement envie tout de suite. Dès qu'on dit Kangoo, tout le monde se dit waouh, un Kangoo. Puis quand on dit le prix du Kangoo hydrogène, on fait waouh. Donc déjà moins. Et puis après, il y avait deux berlines, la Toyota Mirai et la Hyundai Nexo. Alors je disais des fois un peu abusivement que oui, c'est la voiture que tout le monde peut acheter chez le concessionnaire, à condition d'avoir 80 000 € à mettre sur la table. On peut effectivement s'acheter une berline de ce type-là. Donc la difficulté, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait que des véhicules asiatiques sur le marché, et qu'aujourd'hui, progressivement, des véhicules européens commencent à arriver. BMW sort les siens, Stellantis est en train de préparer les siens. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Il y a des véhicules utilitaires type fourgon qui arrivent sur le marché. Donc petit à petit, l'Europe aussi, les constructeurs européens se dotent de véhicules. Donc je pense que ça va booster aussi, parce qu'il y a pas mal de pays européens qui disaient non, véhicule asiatique, vous êtes gentils, mais pas envie. Donc voilà, ça va être un des éléments de boost. Et puis je pense que les plans hydrogène de développement qui se font dans beaucoup de pays aujourd'hui en Europe, alors on cite souvent ceux de l'Allemagne ou de la France, sans parler de ceux de l'Europe, vont amener des éléments de sécurisation de ces financements, parce qu'on parlait tout à l'heure d'investissements conséquents. Ça reste des investissements très conséquents, et donc du coup il faut que collectivement on arrive à faire baisser ce coût de l'hydrogène pour qu'il devienne accessible, faire baisser le coût des véhicules pour qu'ils deviennent accessibles, pour que progressivement ça devienne quelque chose de beaucoup plus abordable. Moi j'ai toujours la réflexion que je me suis faite récemment quand on est sorti le nombre de la voiture la plus vendue en France l'année dernière, c'était une Tesla. Quand on disait Tesla, avant on disait ouais Tesla, à part les bobos qui ont les moyens de se payer ça, les cadres sup. Aujourd'hui, une Tesla coûte pas beaucoup plus cher qu'une voiture électrique classique. Et finalement, je me dis que peut-être les véhicules hydrogène vont vivre la même chose, et que des voitures qui aujourd'hui sont très chères vont demain, et peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne pense, devenir très abordables. Enfin, très abordables. Plus abordables. Merci beaucoup. Avant de conclure et peut-être prendre quelques questions de la salle, est-ce que Yannick Amaury, vous voulez dire un dernier mot peut-être? Ou c'est c'est bon de votre côté? Ça marche. On va prendre des questions de la salle. Il nous reste 5 minutes. Du coup, je vais passer le micro. Pour Amaury, vous parliez que tout à l'heure, dans vos calculs de coût, vous étiez 15 à 20% au-dessus d'un coût normal d'un véhicule diesel, mais avec le diesel à 2 € et avec les crédits carbone, enfin je ne sais pas si vous aviez pris d'ailleurs des crédits carbone dans les calculs, mais est-ce qu'on arrive à se rapprocher
d'un coût d'un véhicule diesel, enfin du retour sur investissement d'un véhicule diesel. Oui, je comprends. Alors, non, on n'est pas à 2 euros le litre. 2 raisons à ça. Un, il a bien augmenté ces 6 derniers mois. Et la deuxième, c'est que les collectivités sont exonérées d'une partie des taxes. C'est-à-dire que dans la plupart des montages dans lesquels on est aujourd'hui, je vais vous parler, il y a 1 an, le coût du diesel pour une collectivité, c'était 1 euro le litre. Donc il faut, on le sait, hein, pour être à l'équilibre au niveau des bus, il faudrait qu'on arrive à attendre entre 6, 7 euros le kilo, etc. Rien que pour être à ISO-coût niveau énergie. Après, vous devez inclure, donc forcément, plus on est un diesel qui monte, pareil, est-ce qu'à un moment on aura aussi une vraie politique carbone qui reflètera le coût, et avec ce que vous disiez par rapport, si on impute un prix du carbone à l'énergie qui devrait mécaniquement continuer de le faire monter. Après, il y a aussi une vraie justice sociale à trouver là-dedans. Et la vraie question finalement qu'on se pose nous à Dijon Métropole, c'est qui doit payer cette transition énergétique. Aujourd'hui, socialement, il n'est pas entendable, alors c'est un choix politique, hein, de dire bon, on ne peut pas augmenter le ticket de bus, on ne peut pas augmenter la redevance pour le traitement des ordures ménagères. Donc comment on fait? Donc est-ce que c'est la collectivité qui le prend sur d'autres budgets au détriment d'autres choses nécessairement? Ou est-ce qu'on arrive à faire payer cette taxe carbone par d'autres industriels dans une logique de pollueur-payeur, etc. Donc ça, c'est un grand débat, en effet. Mais après, une fois que vous avez résolu le coût de l'énergie, sur lesquels on peut tendre avec des grosses solutions, des solutions mutualisées, j'ai bon espoir qu'on y arrive demain avec un prix. Enfin, après, il faut aussi faire son coût de l'énergie qui était, je vais être un peu dur, mais gratuite et abondante. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez à la station essence, vous avez toujours de l'énergie. Vous en aviez toujours, c'était 1 euro, c'est relativement peu cher quand on regarde ce qu'on peut faire avec toute cette énergie. Là, on va avoir des prix qui vont commencer d'augmenter au fur et à mesure, donc il va falloir efficacement qu'on rentre dans cette logique de rationalisation et que ce qu'on dit depuis des années, de dire un bon kilowattheure, ça reste un kilowattheure qu'on ne consomme pas, quoi, au global. Mais après, voilà, il faut voir que les véhicules baissent en coût, que les maintenances s'industrialisent, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Pas une vraie question, c'est pas une vraie question, c'est une remarque pour Lionel. Tu as dit tout à l'heure que c'était que les véhicules électriques à l'hydrogène, mais moi je pense que désormais les MCI, les moteurs à combustion interne d'hydrogène, c'est quelque chose qui va marcher, et qui va peut-être marcher même plus vite, enfin plus rapidement en tout cas, par rapport à la massification des flottes. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte de plus en plus. Oui, c'est vrai que je ne les ai pas abordés parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas massivement arrivés sur le marché, donc du coup c'est vrai que pour l'instant, mais c'est effectivement une perspective. Mais c'est comme beaucoup de solutions techniques, une fois qu'elles sont devenues matures, ou en tout cas qu'elles sont complètement intégrées, elles peuvent se développer très vite. Mais ça reste encore tellement des choix d'industriels, s'ils décident de ne pas y aller, on aura du mal à avancer. Mais effectivement, c'est une solution qui vient sur le marché et qui vient vraiment booster la filière. Merci beaucoup. Une dernière question, on peut conclure? Donc, merci beaucoup du coup Lionel, Amaury et Yannick pour vos interventions. On voit que les écosystèmes et les alliances fonctionnent, que ce soit à l'échelle territoire ou à l'échelle bassin, voire européenne. On a d'autres organismes aussi qui sont prêts à aider justement ce montage d'alliances, notamment les pôles de compétitivité. Donc je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, aussi venir nous voir sur le village Thénardis, à venir voir la région aussi qui est à l'écoute, qui a son stand également. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin des coordonnées des intervenants, à revenir vers moi, on vous les transmettra avec plaisir. Bonne journée à tous.